Bonjour à tous, c'est absolument ravi de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire dont le sujet est réussir son projet d'acquisition en Europe centrale et orientale. Je suis aujourd'hui en excellente compagnie avec alors les slides ne passent pas Cynthia, je suis en excellente compagnie comme vous le voyez, si les slides veulent bien passer, voilà merci, avec l'équipe de Mazars, Olivier Degan et Adam Zoré qui sont là, ainsi que Florent Buchiazzo qui est responsable Europe chez BPI, and the last but not the least, Gary Ewolf qui est le PDG du groupe Tout Prêt et qui, à l'issue de cette heure que nous allons passer ensemble, témoignera de son projet d'acquisition, de son acquisition en Pologne. Eh bien, écoutez, c'est parti pour une heure ensemble. Nous allons nous présenter alternativement nos sujets, nos pôles de compétences. Et si vous le permettez, je vais me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle donc Marilyn Bertosovczak et je suis co-dirigeante du cabinet Valiance International, mais également conseiller du commerce extérieur, également membre du directoire de sociétés installées en Pologne. Et je suis en Pologne, j'habite à Cracovie depuis maintenant près de 30 ans. Et notre cabinet Valiance International a pour métier trois grands moments de prestation qui sont d'abord vous aider à vous développer, à trouver des distributeurs, des clients sur la Pologne et l'Europe centrale. Deux, à s'implanter. S'implanter, ça veut dire quoi? Créer une filiale, s'implanter justement par fusion ou acquisition ou en recrutant un technico-commercial. Et le troisième pilier de nos prestations, c'est trouver des fournisseurs ou des sous-traitants. Nous sommes situés en Pologne majoritairement, avec également des chargés de projet d'entités de l'Est et plus de 15 ans d'expérience sur chaque marché. Et je laisse la parole à mes amis pour se présenter. Merci Marilyn. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Olivier Degan, je suis associé chez Mazars. J'ai plus de 25 ans d'expérience en Pologne au service de diverses entreprises de différentes tailles pour les assister en fait dans leur implantation et leur développement sur le marché polonais. Je suis également responsable du bureau français, on va dire, en Pologne, qu'on ne peut pas utiliser d'anglicisme. Je suis également diplômé expert comptable français et conseiller du commerce extérieur avec Marilyn. Je laisse maintenant Adam le soin de se présenter. Merci Olivier. Donc pour ma part, j'ai le plaisir d'épauler Olivier dans le contexte du bureau français de Mazars à Varsovie. Je suis également executive manager dans le département de conseil en fusion acquisition. J'ai plus de 12 ans d'expérience dans 7 en Pologne. Au sein de Mazars, le bureau de Varsovie coordonne la zone Europe centrale et orientale, donc ce qui nous permet également d'être une sorte de hub pour des stratégies d'acquisition multiples. Merci Adam. Cynthia, si on peut aller sur le slide d'après. Voilà, merci. Donc préalablement, avant de parler un petit peu de Mazars dans la région Europe centrale et orientale, quelques informations sur Mazars d'une façon générale, très rapide. Donc nous sommes une entreprise, cabinet d'audit et de conseil leader au conseil aux entreprises. Notre organisation mondiale est intégrée et indépendante. Ça veut dire qu'elle appartient en fait à ses associés. Et cela nous permet de travailler globalement en équipe, en une seule équipe, et donc de partager ainsi notre expérience à une échelle internationale, et donc de proposer ainsi à nos clients des services qui sont dédiés de qualité dans le domaine, comme je l'ai dit précédemment, de l'audit, du conseil. Alors quand on parle de conseil, on parle de conseil transactionnel, mais également conseil fiscal ou comptabilité légale. Nous sommes présents globalement dans plus de 90 pays dans le monde, avec plus de 45 000 collaborateurs. Si on fait un petit focus donc sur l'Europe centrale et orientale, donc comme vous pouvez le voir, nous sommes présents depuis le début des années 90 dans 20 pays aujourd'hui et nous proposons à travers nos 16 bureaux et plus de 1500 collaborateurs nos services à nos clients, dont une centaine de collaborateurs juste dans le conseil transactionnel, ce qui nous permet d'être classés par Merger Market comme le 5e dans la région dans ces prestations et dans ces services. Nous réalisons nos activités soit par des bureaux qui sont directement intégrés, soit par des correspondants. Et là, vous pouvez le voir, c'est le cas essentiellement des pays baltes. Je pense qu'on peut aller sur le slide d'après. Voilà, donc ça, nous présentons ici l'offre que nous avons mise en œuvre, qui est dédiée aux ETI PME françaises pour la région pays d'Europe centrale et orientale.
qui en fait résume un petit peu tous les différents cycles de vie d'un projet ou d'une implantation, avec au départ un développement d'activité qui peut se faire de différentes façons, par forcément une acquisition, mais ça peut être aussi une création de société, avec au démarrage, bien entendu, un appui au développement commercial et industriel. Ensuite, tout le volet relatif au conseil fiscal, parce qu'en effet, c'est important d'avoir une connaissance du système d'imposition des différents pays, dont l'Europe centrale et orientale, avec toujours un focus sur ce qu'on appelle les prix de transfert, qui sont quelque chose qui est, enfin, c'est un sujet qui est assez toujours sensible. Ensuite, bien entendu, toute la partie juridique, droit des contrats, mais aussi tout ce qui est lié à la propriété intellectuelle, bien entendu, et le droit immobilier. Enfin, dans la partie 4 et 5, c'est en fait la gestion opérationnelle de vos entreprises par la gestion des employés et tout ce qui est relatif aux obligations locales qu'on appelle de compliance, donc les déclarations, les obligations fiscales et comptables de déclarations diverses et variées auprès de la Banque centrale, auprès de tax office, auprès des autorités sociales également. Et enfin, nous avons tout un volume d'activités vous permettant en fait de confirmer la performance et de faire un point sur la gestion des risques de vos entreprises et de vos activités en Pologne. Bon, là, nous avons des métiers qui sont assez classiques comme l'audit légal, mais également d'autres plus spécialisés, cybersécurité ou data analytics. Ce qui est important, c'est que toute cette palette de services qui peut vous intéresser, nous les faisons directement avec nos collaborateurs et nos experts. Bien entendu, dans certains cas, c'est là où vous avez le petit astérisque, je ne sais pas si c'est visible pour tout le monde, nous faisons appel à des cabinets externes avec lesquels nous avons une étroite collaboration, comme avec Marilyn, donc de Valiance, à qui, je crois, je laisse maintenant la parole. Merci. Merci Olivier. Et puis j'en profite pour accueillir Gary Ewers, dont je vous parlais, qui à la fin de ce webinaire donc, pourra témoigner. Bienvenue Gary. Et donc on rentre dans le vif du sujet maintenant. Gary, je vais juste te demander de fermer ton micro. Merci beaucoup. Okay. Alors, l'Europe centrale et orientale. Déjà, on va poser le sujet. C'est important. Pour tout vous dire, c'est la première fois que je présente une carte comme ça en conférence parce que, comme vous le voyez, on a mis les logos des pays membres de l'OTAN. Et pourquoi? Parce que, évidemment, avec la guerre en Ukraine, nous avons eu tous énormément de questions sur la sécurité, sur ce qui s'y passait, est-ce que c'est pas dangereux, etc., etc. Et comme vous le voyez, nous sommes en vert. Oui, nous sommes en sécurité car nous faisons partie de l'Europe depuis 2004 ou 2007, mais aussi parce que nous sommes membres de l'OTAN. Et ça, c'est important. Et même si effectivement nous avons connu des perturbations, l'accueil de réfugiés en masse, 3-4 millions à peu près sur la Pologne, et on peut être fiers de l'action incroyable des Polonais à ce titre, eh bien, nous sommes en toute sécurité. On n'a pas plus de perturbations aujourd'hui que vous n'en avez, vous, en Europe de l'Ouest ou en France. Et je dirais vraiment, tout va bien pour nous. Et même, la croissance est là, parce que si vous regardez les taux de croissance qu'on vous a mis sur le premier trimestre 2022, pour tous ces pays, il y a de la croissance. 2,5% par exemple en Pologne, il y a 2% en Hongrie, en Roumanie, on a même 5% de croissance. Alors qu'en France, je vous le rappelle, la croissance, elle est flat quand même. Ce sont des pays qui se sont développés incroyablement, matériellement, physiquement, enrichis depuis 30 ans. La Pologne, 40 millions d'habitants, c'est aujourd'hui un PIB consolidé qui a dépassé celui de la Suède. La République tchèque s'enrichit aussi à vitesse grand V. 10 millions d'habitants, c'est la moitié déjà du PIB de la Pologne. Donc, beaucoup de dynamisme sur ces pays, ceux qui y vont le savent, des pays qui se modernisent incroyablement. Et en revanche, le revers de la médaille de ce qui se passe quand même, on a de l'inflation en France, mais c'est rien par rapport à ce qu'on connaît nous ici. Inflation de quasiment entre 15 et 20% sur tous ces pays-là, parce qu'on n'est pas aussi dans la zone euro, à part la Slovaquie, qui est dans la zone euro et les pays baltes, on n'est pas en zone euro, zloty en Pologne, couronne tchèque en Tchéquie, forint en Hongrie, etc., etc. Donc, du dynamisme, mais aussi de la croissance et pas de chômage. On est comme vous, on recrute, on a besoin de ressources humaines, même si les ressources humaines ukrainiennes pallient à notre manque, ce sont avant tout donc, des femmes et des enfants qui sont venus migrer ici. Alors, pour se développer en Europe centrale et orientale, en fait, vous avez à peu près 3 options possibles. Vous pouvez exporter, trouver des distributeurs, des clients. Why not?
ouvrir une filiale ou recruter un technico-commercial. On pourra évidemment vous aider là-dessus. Mais aujourd'hui, notre sujet, c'est faire une acquisition en Europe centrale. Et ça a quand même beaucoup d'avantages et c'est aussi complètement, évidemment, différent de stratégie par rapport à une exportation. Exporter, l'investissement, il est relativement faible au démarrage. Il est fort pour une acquisition, bien entendu. Mais après, si on regarde cette colonne de droite, option 3, faire une acquisition en région PECO, on a quand même immédiatement une capacité de production locale et Gary pourra sans doute en parler, une notoriété locale qui est là, qui existe. On a une proximité immédiate par rapport à ses clients, et ça c'est important parce qu'on est sur des pays stratégiques, hein, on est vraiment au centre de l'Europe. Et puis on a une compétitivité qui va être forte. Et ça c'est super important parce que la Pologne, par exemple, c'est un pays où il y a énormément de concurrence. Et donc la compétitivité, les prix sont encore bas, les gens ne prennent pas beaucoup de marge sur les produits, les solutions. Donc, la compétitivité, c'est important. Et je laisse donc la parole maintenant à mes amis de Mazars pour la suite. Merci Marilyn. Donc après cette petite introduction montrant les intérêts de faire une acquisition, il convient de présenter un peu le marché M&A en Europe centrale orientale pour avoir un peu une image de la situation actuelle. Et ce qu'il faut dire, c'est que malgré les perturbations de chaîne d'approvisionnement, malgré le Covid-19, 2021 a été une année record en termes de transactions dans la région, à peu près 890 transactions qui ont été enregistrées de plus de 5 millions d'euros l'an dernier, ce qui signifie plus 32% par rapport à l'année précédente. En termes de volume et en termes de valeur, on estime à peu près à 68 milliards d'euros la valeur totale des transactions M&A qui ont eu lieu. Il faut dire que bien souvent, dans ce type de projet, la valeur de transaction n'est pas forcément publique et que donc la valeur réelle du marché est encore plus élevée. Donc, en ce qui concerne le partage par pays, donc comme vous le voyez à l'écran, la Pologne est le pays leader en termes de volume, donc suivi par, en tout cas l'an dernier, par la Russie. Bon, avec le contexte actuel, on peut se douter que ça changera un peu. L'Autriche, la République tchèque, la Roumanie, mais également des pays comme la Hongrie ou la Bulgarie ou la région sud-adriatique. Et donc, on voit que de plus en plus, les acquisitions sont considérées comme une bonne manière de s'implanter dans ces pays-là. Voilà. En ce qui concerne les je pense que ça a sauté. Voilà. En ce qui concerne donc le volume des transactions, ce qui fait la spécificité de l'Europe centrale orientale par rapport à d'autres pays peut-être soit en voie de développement, soit en Europe de l'Ouest, c'est que la part de transactions transfrontalières est quand même assez importante. Historiquement, l'Europe centrale est plutôt une région où les grands groupes et les PME, les ETI, les fonds d'investissement investissent. Et donc, lorsque vous voyez le ratio entre les transactions locales et transfrontalières, on voit que les transactions transfrontalières représentent un pourcentage quand même très intéressant et important. Dans ce contexte, lorsqu'on analyse les pays d'origine des investisseurs internationaux, on voit que on parle surtout donc de l'Europe de l'Ouest, avec la France qui est plutôt bien positionnée. En 2021, on parle d'une quarantaine de transactions réalisées par les groupes français pour une valeur d'à peu près 3 milliards d'euros. On a également les Allemands, les Britanniques qui sont bien positionnés et bien évidemment les États-Unis. Si on compare cette image-là par rapport à celle qu'il y avait il y a 2-3 ans, on observe que les Chinois, par contre, sont de moins en moins présents dans le secteur des M&A.
Donc juste rapidement, donc pour montrer si on se focalise sur les transactions transfrontalières, ici vous remarquez que déjà l'an dernier la part de la Russie était beaucoup plus faible. Hein. La Russie avait déjà cette spécificité à l'époque d'être un marché où les transactions étaient plutôt locales. Mais si on prend les autres pays, donc Pologne, Autriche, République tchèque, Roumanie, Bulgarie, région Adriatique, on voit que effectivement les montants sont assez intéressants et c'est autant d'opportunités pour vous en tant que TI PME et autant de sociétés potentielles à acquérir dans différents secteurs. Allô? Oui, Adam? Oui. Je regarde. Oui. Est-ce que vous pouvez faire montrer les slides, s'il vous plaît? Alors, donc, effectivement, voilà. Non, donc c'est les. Donc là, je reprends, Cynthia, je reprends la main sur cette partie-là. Donc, si tu peux me laisser. Voilà. Donc, effectivement, acquérir une entreprise en Europe centrale et orientale, il y a des étapes, hein, forcément, mais que ce soit là ou ailleurs, ce sera forcément la même chose avec les spécificités locales, bien entendu. Alors, déjà, il va falloir qu'on définisse quand même la stratégie. Et ça, nous, du côté de Valiance, on va le faire avec vous, puis les paramètres d'acquisition. Évidemment, il faut qu'on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on va acquérir une cible dans les PECO? On l'a dit tout à l'heure, on accède au marché, il y a de la rentabilité qui est là immédiate, on acquiert une marque reconnue, on a accès aux technologies, donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure, donc ça, il faut se poser quand même ces questions-là et se dire quels sont mes avantages à acquérir ma cible et où, dans quel pays, parce que vous avez vu, l'Europe centrale, c'est quand même très diversifié, il y a des grands pays, des petits pays, et donc vous avez le Nord, la Pologne, vous avez les Balkans, les pays baltes, etc. Et ensuite, c'est le cahier des charges. Et là, on va vous aider à le mettre en place. En dehors du fait qu'on se pose la question si c'est le bon moment et dans quel pays, eh bien, c'est quoi la taille de ma cible, son chiffre d'affaires, est-ce que je veux une cible qui gagne de l'argent ou pas forcément, quelle est sa structure de clientèle, est-ce que je veux qu'elle produise, qu'elle distribue, etc. Et quelles sont, moi, mes limites en termes de financement et puis de ressources humaines, parce que c'est très important pour gérer un projet comme ça. Gary pourra peut-être nous en parler, mais faut prendre un an à peu près, hein, entre le moment où on démarre le projet et l'acquisition, compter à peu près un an. Donc voilà, donc c'est quand même assez lourd. Mais si on se pose les bonnes questions, on va trouver la bonne cible, on va payer évidemment le bon prix. Donc là, il y a toute l'histoire de l'évaluation qui n'est pas toujours facile parce qu'on n'est pas toujours sur la même culture à ce niveau-là, et puis avoir une stratégie d'intégration. Vous avez là quelques exemples d'acheteurs français. Donc là, les acheteurs, les noms des sociétés qui ont acheté récemment en Europe centrale et orientale, donc des Français, et l'origine de la cible. Alors, si vous ne connaissez pas les drapeaux par cœur, moi je vous rassure, moi non plus, hein, mais on connaît bien le drapeau ukrainien maintenant. Donc effectivement, par exemple, vous avez donc Eren, Total Eren, qui a acheté récemment en Ukraine, dans le photovoltaïque, une société ukrainienne. Le groupe Piriou, je pense que tout le monde connaît, construction de coques et de navires, donc qui ont acheté une société en Roumanie et ainsi de suite. Donc voilà quelques exemples d'achats récents et dans tout secteur d'activité. En fait, c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a des opportunités, mais vraiment sur tous les secteurs d'activité sur ces pays, et notamment la Pologne, qui est un grand pays industriel, alimentaire, agroalimentaire, agricole. Donc, beaucoup d'opportunités. Voilà. Ensuite, il y a l'identification et l'approche des cibles, bien entendu. Alors, ça, on mettra en place le cahier des charges, mais sachez qu'il y a des champions cachés, et notamment en Pologne. La Pologne, c'est un pays où vous avez, par exemple, des gros menuisiers industriels. Au Knoplast, on en parle beaucoup. Ils se sont implantés d'ailleurs à côté de Rennes récemment. Mais vous avez aussi Synthos dans les caoutchoucs, Vielton, producteur de remorques, etc. Donc, il y a de très belles cibles à racheter aussi sur ces pays, et notamment, c'est vrai, en Pologne.
Et puis, ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on a une structure je dirais, de générationnel qui est complètement différente en Europe centrale et en Europe occidentale. Il y a plusieurs générations de sociétés, notamment familiales en Europe occidentale. En Pologne et en Europe centrale, comme on a vécu le communisme, finalement, 78% des entreprises appartiennent à la famille seulement depuis une génération, depuis la sortie du communisme. Aujourd'hui, ce sont des gens qui ont 60-65 ans et qui sont prêts à vendre leur boîte. 92% des entreprises familiales polonaises n'ont pas de successeur familial, je dis bien entreprise familiale. Donc, il y a vraiment là des opportunités à prendre. Adam ou Olivier, à vous. Olivier, merci Marilyn. Ah, ça a été trop vite. Donc, si on peut revenir sur le slide peut-être avant, très rapidement. Donc, on a vu les 2 premières étapes, Marilyn vous les a présentées, qui sont en effet très importantes. Ça définit votre stratégie, donc ça intègre énormément de concepts. Là, on arrive sur les 2 autres étapes, les 2 dernières de la procédure d'acquisition, qui sont aussi, je dirais, quelque part peut-être moins stratégiques comme ça sur le principe, mais qui sont très importants. Moi, je vais vous présenter la partie, l'étape 3, qui est la procédure de due diligence et de négociation du contrat d'achat, qui, elle, est une étape qu'on ne peut pas oublier. Donc, on ne pourrait que vous recommander de procéder à des due diligence, d'accord, et à lancer toutes ces procédures-là pour ne pas acquérir sans savoir exactement où, quelque part, vous allez mettre les pieds. Donc, c'est quelque chose de très important. Évidemment, les due diligence, ça présente un coût. C'est la raison pour laquelle, généralement, il peut y avoir un petit peu de volonté de ne pas trop investir dans ce sujet, en particulier si la transaction, malheureusement, n'est pas un succès. Mais quoi qu'il arrive, dans notre expérience, vraiment, nous vous recommandons de mettre en œuvre toutes les due diligences nécessaires. Si on passe au slide d'après, donc pourquoi faire Allô, Cynthia ou moi, je ne sais pas, voilà. Donc, pourquoi faire en fait une due diligence, puisque c'est quelque chose qu'on vous recommande, en sachant qu'en effet, déjà par principe, les due diligences ne sont pas obligatoires. Il ne s'agit pas d'une obligation. Dans plusieurs pays, dont d'ailleurs dans toute la région d'Europe centrale et orientale, vous n'avez à aucun moment une obligation quelconque légale de faire une due diligence. Donc, ce qui veut dire que ce que vous faites, c'est quelque part pour vous ou pour les besoins de votre groupe, où ça répond à vos principes. Et donc, ça sera quelque chose, vous allez contracter avec des tiers, avec des experts, dont Mazars, entre autres, mais il peut y en avoir d'autres, bien entendu, dans différents sujets. L'objectif de ces procédures, c'est quand même une première étape. Pourquoi on fait une due diligence? Parce que quand on fait une acquisition d'entreprise, c'est un risque. Et donc, la meilleure façon d'anticiper les risques, c'est déjà d'aller regarder l'entreprise dans les détails, de faire un point sur cette dernière, d'utiliser des experts indépendants qui vont être objectifs, qui vont vous présenter la cible telle qu'eux la voient, et qui vont vous dire, selon eux, quels sont les risques auxquels vous allez devoir faire face et donc vous affronter. Tout ça, ça vous permet quand même de mieux préparer votre acquisition et surtout d'être au courant de ce que vous allez acheter. Par ailleurs, vous savez comme moi, quand vous financez une acquisition, vous allez aller voir forcément des partenaires financiers. Ces derniers vont vous demander des informations fiables également sur la transaction que vous projetez pour vous assister également dans cette démarche. Donc ça, je pense. Alors ici, vous avez un détail après de ce que l'on peut faire. Moi, j'insisterai juste sur une chose. Une due diligence n'est pas un audit, comme on peut l'entendre. L'objectif, c'est vraiment de faire une présentation de la cible et d'évaluer conjointement avec vous quels sont les risques qui sont identifiés pour cette transaction. On peut peut-être aller sur le slide d'après. Donc là, ce slide, il a une vocation à vous présenter en fait que quel que soit l'objet, la problématique ou le point que vous souhaitez suivre, parce que même quand vous allez vous-même faire vos 2 premières étapes, vous allez peut-être dès le début identifier des zones de risque sur lesquelles vous allez souhaiter avoir un focus. Alors, si on prend, bien entendu, par exemple, si vous allez avoir un focus sur l'environnement, vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes, je dirais, ces différentes problématiques. Ça dépend réellement du contexte dans lequel vous êtes. Et vous allez vraisemblablement à chaque fois, pour la majorité des cas, utiliser des experts extérieurs, même si dans la pratique, par exemple pour tout ce qui est due diligence qu'on appelle opérationnel, c'est-à-dire lié au business, c'est vous qui allez les faire vous-même parce que vous êtes finalement les mieux placés pour connaître l'activité que vous réalisez. Et si vous utilisez dans ce cadre-là des experts, c'est vrai, généralement c'est pour faire en fait c'est lié à des problématiques d'évaluation d'actifs industriels. Donc ça, on peut aller peut-être au slide suivant, pardon. Et là, on va faire un petit focus sur 2
due diligence particulière, deux types de procédures. Une première qui est la due diligence financière, qui est celle-là. La seconde, ça sera sur la due diligence fiscale. Donc là, comme vous voyez, c'est une démarche qui est assez standardisée. Il y a d'abord une approche générale qu'on va discuter avec vous, qui est en fait le scope de travail, c'est-à-dire quels sont les exercices qu'on revoit. Généralement, si aujourd'hui on se positionne dans une acquisition 2022, on va vous proposer de faire une revue également de la cible en 2020 et 2021. Et là, l'objectif, c'est de vous présenter à la fin de tout ça un rapport sur sa situation financière et des risques financiers qui ont été identifiés. Ensuite, vous aurez toute une partie qui est très intéressante, qui est relative en fait au business qui est réalisé par cette entité. Et là, avec un focus sur la performance financière. C'est-à-dire là, on va essayer de s'intéresser, sur la base bien entendu des informations qui nous seront données et qui seront disponibles, pour vous présenter en fait quels sont les principaux clients de votre cible, quels sont ses principaux fournisseurs, quelles sont les marges qui sont réalisées, comment en fait est composée l'activité réalisée par cette entreprise, pour que vous puissiez avoir vraiment une pleine connaissance de son marché. Et bien entendu, on va faire aussi un petit focus particulier pour s'assurer, ou en tout cas mettre en avant l'existence éventuelle de flux financiers entre cette cible et des parties tierces à la transaction, mais qui ne sont pas forcément directement liées en fait avec l'activité. Bien entendu, comme c'est une diligence financière, là ça a été trop vite, il faut revenir, pardon. On va s'assurer sur les principes comptables, je fais très vite. Et donc là, l'objectif, vous comprenez évidemment, c'est que si vous n'avez pas les mêmes principes comptables, vous ne parlez pas de la même chose, donc les impacts ne sont pas les mêmes. Donc là, l'objectif de la personne qui va vous faire les due diligence, c'est de vous expliquer en fait quelles sont les différences et avec vous d'estimer les impacts, soit pour votre évidemment holding d'origine, soit si vous souhaitez ici ensuite remédier à cette situation et appliquer des règles comptables qui sont plus proches de celles de votre groupe. Ensuite, on a un focus sur le compte de résultat et le bilan. Là, vous comprendrez que le focus est essentiellement sur la compréhension des composantes du compte de résultat. Évidemment, avec un point particulier sur l'EBITDA, puisqu'on verra ensuite que c'est un point clé pour procéder à l'évaluation de l'entreprise. Et sur la partie bilan, on va se concentrer sur l'existant et surtout sur les méthodes d'évaluation, avec un focus essentiellement sur toute la partie financière. Si nous allons sur la partie fiscale, donc cette slide d'après, l'approche générale va être la même, c'est-à-dire on va rester sur les mêmes exercices. On a une première partie qui sera d'aller rechercher un peu toutes les informations générales sur la fiscalité de l'entreprise. Donc là, on va regarder s'il y a eu des litiges, on va essayer de vous donner un avis sur ces litiges-là, on va revoir toutes les opérations significatives qui sont faites, on va vérifier toutes les correspondances avec les différentes autorités fiscales, sociales, etc., pour s'assurer de l'existence de certains risques déclarés ou pas déclarés. Ensuite, on aura généralement un focus sur les deux impôts clés que vous connaissez tous, l'impôt société et la TVA. Et il y a une dernière partie qui est en fait en fonction de l'activité de la société, sur différentes autres taxes qui peuvent exister. Bon, généralement une taxe foncière s'il y a une propriété immobilière, mais aussi d'autres taxes comme par exemple tout ce qui est lié à l'accise dans certaines catégories d'activités. Voilà. Je vous remercie. Je laisse la main, je pense maintenant à Adam. Merci Olivier. Donc après l'analyse des risques, l'un des points importants, c'est bien évidemment de confirmer la valeur de la cible d'acquisition. Donc pour ce faire, il existe différentes méthodes et en général, le prix final sera basé sur un mix, si je puis dire, en fait, de ces différentes méthodes. Donc, juste pour en citer quelques-unes, donc ce qu'on appelle la méthode des flux de trésorerie actualisés. En gros, votre société, enfin la cible que vous souhaitez accueillir, sa valeur est égale à l'ensemble des revenus qu'elle générera à l'avenir, donc extrapolé à l'infini et actualisé autant de rendement que vous pourrez en attendre. Il y a également la méthode de valorisation patrimoniale. Donc, autrement dit, l'évaluation des actifs de la société qui vous intéresse en Europe centrale orientale est basée sur la valeur de ses dettes aussi, et ça permet à la fin d'avoir l'actif net. Et on a ce qu'on appelle la méthode des transactions comparables. Donc, dans ce cas-là, on essaie de voir toutes les transactions qui ont eu lieu dans le même secteur et d'en tirer une idée en termes de multiples moyens utilisés dans ce type de projet. Donc voilà, donc on a parlé des risques, on a parlé d'évaluation, on négocie le contrat d'achat, la transaction se réalise, mais bien souvent, une des erreurs qu'on observe, c'est que les sociétés, notamment les ETI, PME, s'arrêtent à ce stade en termes de préparation, je veux dire, de l'approche M&A.
Or, l'étape 4 que vous voyez à l'écran est particulièrement importante. Donc, c'est l'intégration post-acquisition. C'est une étape cruciale qui est bien souvent sous-estimée. Il s'avère nécessaire d'analyser les risques en termes de manque de synergie structurelle. On sait que souvent, il y a des différences entre les canaux de distribution, les aspects IT entre l'acheteur et la cible. Les risques en termes de ressources humaines. Donc, on sait que souvent, il y a une différence de culture d'entreprise, que les systèmes de rémunération au même poste ne sont pas forcément les mêmes entre les différentes entités du groupe. Une certaine résistance qui est tout à fait compréhensible au changement de la part des employés et souvent des risques liés au fait qu'il y a un certain manque d'expérience dans certains cas dans les transactions M&A en Europe centrale, orientale. Donc tous ces éléments-là sont à prendre en compte et bien souvent avoir un conseil adéquat aide à maximiser les chances d'avoir une transaction M&A qui se soldera par un succès. Voilà, donc en ce qui concerne le process typique, donc quelques mots concernant les perspectives pour cette année et quelques conclusions. Donc bien évidemment, on ne pouvait pas parler du marché M&A sans mentionner le conflit actuel en Ukraine et ses conséquences. S'il est vrai qu'il est assez difficile à ce stade de mesurer les conséquences exactes, ce qu'on peut dire par rapport aux observations qu'on a aujourd'hui, c'est que généralement, toutes les transactions qui ont un angle russe, voire parfois ukrainien, même si on observe que il y a un peu de changement sur ces questions-là, mais au moins en ce qui concerne les cibles russes ou les entreprises appartenant à des actionnaires russes, les transactions sont mises en pause, voire annulées. De même, lorsqu'on a des transactions, les acheteurs russes ne sont généralement plus pris en compte dans les procédures M&A dans la région. Du côté des vendeurs, notamment ceux qui avaient une forte exposition à l'export en Russie, en Ukraine ou qui avaient des présences sur place, on observe une certaine réticence à vendre en ce moment leur société. Ils préfèrent attendre encore un peu, considérant que leurs actifs seraient sous-évalués par rapport à la valeur qu'ils estiment par les investisseurs potentiels. Bien évidemment, donc on observe donc des conséquences sur le prix de l'énergie, sur l'inflation, une augmentation générale des taux d'intérêt, une certaine rupture des chaînes d'approvisionnement. Tout ça est à prendre en compte dans le contexte M&A, mais on se félicite que les investisseurs français internationaux continuent à faire confiance à la région. Donc, comme l'avait dit Marilyn tout à l'heure, la majorité de ces pays font partie de l'Union européenne et de l'OTAN. Les fondamentaux restent solides et donc on observe donc un flux continu d'investissement malgré le contexte en Ukraine. En ce qui concerne les conséquences à moyen terme de ce qui se passe à l'Est, on s'attend à ce qu'il y ait un intérêt un peu plus important pour des transactions M&A dans des secteurs ayant une exposition un peu moins importante au conflit, donc notamment des sociétés actives dans le secteur de la santé, des télécoms, de l'immobilier, et bien évidemment dans l'énergie, qui deviendra de plus en plus un secteur clé et où les sociétés françaises pourront se positionner. Pour les actifs russes, donc là, on s'attend à ce que les transactions soient surtout russo-russes, voire des acquisitions asiatiques, notamment chinoises en Russie. Il devrait y avoir une tendance de relocalisation industrielle qui avait déjà commencé avec le Covid d'Asie vers l'Europe centrale, mais qui sera renforcée par une relocalisation industrielle de Russie vers l'Europe centrale. L'Ukraine ayant beaucoup de talents, de start-up, on peut s'attendre à ce que certaines villes, notamment Varsovie, puissent bénéficier de ce flot de talents. Et on observe déjà la communauté des venture capital, par exemple, ukrainienne, qui est de plus en plus active à Varsovie et dans d'autres capitales centre-européennes. Historiquement, il y a deux pays dans notre région, donc la Bulgarie et la Serbie, qui étaient assez proches de la Russie. Et de ce fait, on peut considérer
qu'il y a de fortes chances que ces deux pays deviennent des liens entre l'Europe de l'Ouest ou le monde occidental et la Russie, ce qui devrait aussi avoir des conséquences sur leur marché M&A, des conséquences positives. Et pour les pays comme la Pologne ou la Roumanie, qui sont des pays frontaliers de l'Ukraine, on observe en fait un intérêt croissant pour des cibles qui pourraient permettre de se positionner pour l'après-guerre avec une forte présence en Pologne, en Roumanie, qui permettrait de couvrir par la suite l'Ukraine. Merci Adam. Et donc, avant de passer la parole, alors je ne sais pas pourquoi il faut, Cynthia, que tu mettes en mode lecture, je pense, cette slide, puisque l'intérêt de cette slide, c'est d'être en mode lecture. Ouais, non, ça marche pas. Donc, juste cette slide avant, c'était juste pour vous dire qu'il y a quand même et des opportunités et des défis dans cette région. Les défis, vous l'avez compris, Adam en a parlé, hein, c'est un problème de fragilité quand même de la santé des entreprises, des difficultés à recruter, donc le coût de l'énergie, l'inflation. Et puis, donc, tout ce qui est opportunité, c'est un marché énorme, puisqu'il y a 150 millions de consommateurs, qu'il y a quand même une économie très diversifiée, il y a de l'innovation qui se met en place, et puis, donc, il y a des successions d'entreprises qui sont intéressantes. Voilà, donc pour conclure sur cette partie, et avant de donner la parole à Florent, quelques informations donc sur nos structures. Évidemment, nous serons à votre disposition. Et Florent, toi, tu es très important parce que tu nous permets le financement de tout ça avec BPI. Donc, à toi, Florent. Oui, bonjour à tous. Bonjour, je suis Florent Buchazo. Donc, effectivement, extrêmement ravi de pouvoir partager et être présent ce tour de table avec vous. Donc, effectivement, on a évoqué les perspectives dans les PECO, on a évoqué les opportunités pour vous, entreprises françaises. Moi, très modestement et très rapidement, je vais vous expliquer en fait quels sont les financements, quels sont les dispositifs qu'on peut vous apporter chez BPI France pour réussir votre projet, notamment d'acquisition dans les PECO. Alors, effectivement, tout d'abord, il est toujours judicieux de pouvoir présenter BPI France comme la banque de l'export avec un attirail assez important hein, qui va du financement, de l'investissement en passant par l'assurance export. Donc effectivement, nous, on est les banquiers de l'export, on apporte les féculents, on apporte les bonnes ressources pour que les entreprises françaises puissent à la fois contracter du chiffre d'affaires à l'export, réussir leurs contrats à l'export, mais aussi réussir leurs investissements de l'implantation jusqu'à la croissance externe. Alors, je vais vous présenter 3 produits, mais avant, je vais initier par l'assurance prospection, l'incontournable, qui est un produit signature chez BPI France et qui est un dispositif mix entre du financement et de l'assurance export et qui permet justement de pouvoir financer et sécuriser vos démarches de prospection à l'international et notamment dans la zone PECO. Alors, les démarches de prospection sont tous ces frais que vous engagez, à la fois les frais de voyage, les manifestations commerciales, les études et je pense notamment aux frais et aux coûts de screening quand vous envisagez une croissance externe, que ce soit chez Mazars et chez Valiance. Donc, ce dispositif-là d'assurance prospection vous permet à la fois d'avoir le financement pour couvrir justement ce budget-là dédié à la prospection et effectivement dans le cadre de votre démarche, de votre BP, si le chiffre d'affaires n'est pas escompté à un instant T, le dispositif se transforme en subvention. Donc en fait, il y a un amortissement et un remboursement qui dépend totalement de votre réussite à l'export et notamment dans les zones PECO. Alors je ne vais pas m'attarder plus longtemps parce que c'est un dispositif qui permet notamment de pouvoir tester et prendre la température dans une zone PECO notamment. Je vais directement rentrer dans le dur, si j'ose dire, avec un dispositif de garantie, encore une fois, qui est la garantie des projets à l'international, qui est un dispositif qui permet effectivement de pouvoir couvrir 50% des capitaux injectés de votre société mère
à une société étrangère, notamment localisée en zone PECO. Donc c'est une garantie régalienne qui permet justement de pouvoir sécuriser un projet d'implantation, un projet de réinvestissement et notamment un projet d'acquisition à l'étranger, en sécurisant justement 50% des capitaux injectés d'une société française à une holding ou éventuellement une SPV étrangère contre le risque de défaillance économique. On comprend par là effectivement une liquidation judiciaire, une cessation d'activité, une cessation de titre, effectivement motivée par un fait économique. Alors, ce dispositif-là a été mis sur pied l'année dernière pour la zone Europe et permet effectivement de pouvoir absorber, en tant que banque, c'est notre métier, absorber du risque, donc 50% du risque sur ce que vous injectez à l'étranger, sur vos investissements à l'étranger. Donc ça peut se matérialiser très concrètement par une augmentation de capital, ça peut se matérialiser par un prêt de trésorerie que vous faites à votre filiale ou éventuellement à une holding en Pologne ou en Bulgarie, par exemple, ou tout simplement des quasi-fonds propres que vous injectez dans votre société. Alors, le but, effectivement, comme évoqué, c'est de pouvoir optimiser le risque en faisant supporter 50% de l'encours par BPI France, par nos équipes, et ainsi de pouvoir éventuellement bonifier votre enveloppe et votre investissement en optimisant le plus finement possible votre risque et votre exposition. Donc, je vous montre quelques schémas, qui permettent effectivement de pouvoir mettre en lumière ce dispositif. Pardon, donc effectivement, ce dispositif-là est alloué, est accordé à votre société mère et vise vraiment à bonifier en tout cas les investissements dédiés aux filiales étrangères. Donc encore une fois, que ce soit dans le cadre d'une création commerciale ou notamment dans le cadre d'une croissance externe ou éventuellement dans le réinvestissement de votre filiale à l'étranger. Alors, je vais poursuivre avec un outil de financement, cette fois-ci, un outil très très important qui est un outil signature chez BPI France, qui est le prêt croissance international, alors qui est un financement qui est absolument calibré pour votre développement à l'international, notamment pour les croissances externes à l'international. Pourquoi? Parce que c'est un financement sans garantie sur une durée longue. Donc, on met sur pied ce financement-là sur une durée de 7 ans. Et une des spécificités de ce dispositif, c'est effectivement que l'encours, que cette enveloppe-là intègre 2 ans de différé d'amortissement en capital. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous décaissons ce financement-là, nous mettons à disposition ce financement-là dédié pour votre projet à l'international. Pendant 2 ans, vous avez le temps de voir fleurir votre projet, d'éventuellement de calibrer votre croissance externe, comme l'a expliqué Adam. Il est très très important de pouvoir bien gérer post-acquisition votre structure à l'étranger, dans la zone PECO, et effectivement de pouvoir envisager tout simplement le remboursement, l'amortissement de cette enveloppe-là au bout de la 3e année. Donc c'est un financement, encore une fois, qui est non affecté. Donc c'est-à-dire qui n'est pas soumis à un justificatif de décaissement et qui permet justement de pouvoir financer le BFR et notamment une croissance externe à l'étranger, et ce qui permet notamment de ne pas utiliser un schéma de garantie classique utilisé par les partenaires bancaires. Je pense notamment au nantissement de titres, qui est la garantie usuelle dans un schéma de croissance externe ou de build-up à l'étranger. Et c'est une garantie qui est relativement pauvre, étant donné que c'est une garantie qui est usuelle, mais qui a effectivement très très peu de valeur au moment où l'active. Donc ce financement-là est sans garantie, donc ce qui permet effectivement de pouvoir faciliter et justement faciliter l'accès au crédit, notamment pour la banque qui est en partenariat, étant donné que nous sommes toujours en cofinancement. Donc, on est toujours à 50-50 avec le ou les partenaires
bancaires, les partenaires banquiers locaux. Et donc, effectivement, ça permet effectivement de bonifier toute l'opération. Alors, très concrètement, hein, ce financement-là est soumis j'allais dire, à deux directives phares. C'est notamment le montant des fonds propres de votre société mère et notamment en fait le montant de cofinancement associé. Et après, effectivement, les montants sont extrêmement flexibles, hein, étant donné qu'on peut partir de 30 000 € jusqu'à 5 millions. Donc, effectivement, ça peut envisager une très, très belle croissance externe ou éventuellement un très beau réinvestissement dans le pays en question. Donc, nous avons vu un outil de garantie de financement. Je vais maintenant m'attaquer à un petit peu à un dispositif peut-être un peu plus méconnu, un peu plus élitiste, qui est un dispositif d'investissement, qui est le fonds Build-up à l'international. Donc, c'est un fonds que nous avons créé en 2017 et qui est un fonds d'investissement qui permet de pouvoir accompagner les ETI françaises à capitaux familiaux dans leurs opérations de build-up à l'étranger, notamment en zone PECO. Et donc, c'est un fonds unique quasiment en Europe qui permet notamment d'investir directement dans la holding étrangère ou directement au niveau de la cible à l'étranger et non pas au niveau de l'actionnariat historique. Donc, on le dit très clairement, c'est un fonds non dilutif et qui permet effectivement de pouvoir mener à bien des opérations de croissance externe dans des pays d'Europe et d'Europe orientale notamment, avec des tickets toujours en minoritaire aux alentours de 3, 4, 5 millions d'euros pour des opérations, on va dire, de l'ordre de 30 à 40 millions d'euros autour de table au global. Donc, ce dispositif-là vous permet effectivement de pouvoir mener à bien une opération de build-up pour une société industrielle française, une ETI, une PME, et vous permet effectivement d'avoir un tour de table de qualité avec une signature BPI France, mais non pas directement au niveau de la société mère, de la holding familiale, mais directement au niveau de la SPV ou de la holding locale, dans le but effectivement au bout de 7 ans, 10 ans, pouvoir revendre la participation à la société, à la famille notamment, donc afin d'éviter toutes les fluctuations d'actionnariat et d'apporter effectivement un regard extérieur et d'avoir un partenariat de long terme. C'est un peu la signature de BPI France, hein, actionnariat de long terme, financement de long terme. Nous sommes une banque de bons pères de famille, si j'ose dire. Donc, effectivement, ce sont des dispositifs que vous pouvez utiliser dans le cadre d'une croissance externe. Et encore une fois, ces dispositifs-là sont totalement cumulables avec un pré-croissance à l'international, avec une garantie des projets à l'international. Donc, ce sont des dispositifs, ce sont des briques que vous pouvez empiler pour pouvoir à la fois trouver du financement, trouver de la garantie et trouver de l'investissement pour mener à bien votre projet à l'international dans la zone PECO. Et donc, effectivement, je vous transmets, je vous laisse mes coordonnées, celles de ma collaboratrice Mélodie 6 juin. Donc, n'hésitez pas, nous sommes implantés effectivement en Allemagne pour une zone de couverture assez vaste, et notamment en zone PECO. Donc, nous serions ravis de pouvoir mener à bien votre projet tous ensemble. Merci beaucoup, Florent, pour cette présentation courte et claire. Et maintenant, the last but not the least, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Gary Worth, avec qui je travaille maintenant depuis 6 ans, cher Gary. Et nous avons mené ensemble donc une acquisition sur la Pologne. Et c'est pour ça que tu es là, Gary, pour témoigner. Et puis, je vais te poser donc quelques questions. Mais tout d'abord, j'aimerais te présenter. Donc, tu es franco-anglais. Tu es PDG du groupe Tout Prêt depuis janvier 2016 et tu apportes une dynamique au groupe, une dynamique internationale assez incroyable. Et tu vas nous expliquer ça. Donc, d'abord, je te laisse peut-être te présenter avant de te poser plein de questions. Okay. Merci Marilyn. Et puis, merci à vous pour cette occasion de raconter la petite histoire de l'acquisition en Pologne que nous avons réussi après un certain temps, parce que ça a quand même, Marilyn s'en souvient bien, ça a quand même pris pas mal de temps.
Alors, en fait, juste un petit mot sur tout prêt. Donc, pour ceux parmi vous qui bricolent peut-être un petit peu, je ne sais pas si vous faites de temps en temps un peu de décoration à la maison. Voilà. Bon, je pense que surtout pendant le confinement, ça nous est tous, c'était tous un peu notre passe-temps, notre passion. En fait, tout prêt est le leader français des enduits pour la décoration, pour le bricolage et le bâtiment. Donc, on a une société familiale qui existe depuis 1938. Actuellement, mon directeur de finance est le petit-fils du fondateur. Bon, c'est le seul membre de la famille qui est dans la direction. En revanche, le conseil d'administration reste assez familier avec quelques administrateurs externes. Parmi ces administrateurs, il y a certains qui ont des expertises. Notamment, il y a une personne qui avait une expertise d'acquisition en Pologne, d'ailleurs, de la société Rector Le Sage, donc qui a pu apporter un certain conseil de temps en temps. Ils sont bien implantés en région PECO, donc ça c'est utile. En revanche, nous, depuis quelques années, on est sur comme dit Marilyn, sur une dynamique de croissance internationale. Aujourd'hui, nous sommes à 27% de nos ventes. On est une ETI parce qu'avant on était PMI, on est passé à ETI, si vous voulez, en définition. On fait 71 millions d'euros pour une société française de cette dimension. On est pas mal. On est quand même dans toutes les grandes enseignes de bricolage. On est très implanté aussi dans le monde de la peinture, notamment chez PPG, chez Axo et des gens comme ça. Et donc, en fait, cette dynamique internationale est très basée sur le développement de nos clients. C'est-à-dire que je pense que vous savez aussi bien que moi que ADO et Kingfisher, donc Casto et Leroy, sont en fait très agressifs dans l'expansion dans les marchés comme le Royaume-Uni. Ils étaient déjà implantés, mais aussi en Espagne, en Pologne, en Russie, notamment. Bon, après, aussi, maintenant, c'est un peu compliqué, mais nous avons suivi ce développement de nos clients par nécessité, parce que ces clients-là demandent de plus en plus d'actions et de coordination internationale. Il ne faut pas simplement être implanté sur un seul pays. Et donc ça a été un peu le driver de notre expansion internationale. Et c'est pour cette raison-là que nous sommes, depuis une dizaine d'années, implantés en Pologne, notamment. Nous avions une petite filiale, mais le marché était assez difficile à développer pour nous parce que, évidemment, c'est un marché avec ses particularités en termes de demande de prix, etc. Donc voilà à peu près le contexte de tout près et la raison pour laquelle on est sur une expansion internationale. Merci Gary. Et pourquoi vous avez donc en 2017, après avoir créé auparavant votre filiale commerciale, pourquoi vous avez voulu faire le pas de faire une acquisition? Alors, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement que les produits tout prêts sont quand même relativement, je dirais, de bonne qualité, de valeur ajoutée. Et les normes du marché polonais étaient plutôt un peu inférieures à ça. Donc, on était confronté assez rapidement à la réalité que déjà, nos produits étaient un peu riches pour le marché. Et aussi, on était sur une fabrication française et en transportant les produits en Pologne, ce qui est très cher. Évidemment, c'était difficile de bien gagner notre vie en faisant ça, parce que le contenu dans le coût de nos produits de transport est quand même assez important. C'est-à-dire que plus loin vous transportez le matériel, plus cher c'est. Donc nous sommes partis maintenant sur une stratégie plutôt de fabrication à proximité. Et on s'est rendu compte, bien sûr, que la région PECO, vous l'avez dit dans la présentation tout à l'heure, est une région très dynamique en forte progression. Typiquement, quand on regardait les croissances potentielles chaque année de PNB sur nos différents marchés, typiquement, on voyait les chiffres pour la France de 1,5, 1,7 et on voyait des progressions à 6% en Pologne. Faut dire aussi, en ce qui concerne notre marché particulièrement, les Polonais, ce sont des grands bricoleurs. Ils sont très, très autonomes au niveau des travaux à la maison. Typiquement, la culture polonaise, c'est qu'on ne demande pas à un artisan de venir chez soi. La famille vient le week-end, on fait le barbecue et on fait fabriquer la maison ensemble. Donc, c'est un marché avec une forte dynamique
Donc pour nous, c'était très intéressant, déjà par soi-même, la Pologne, mais sachant aussi que la Pologne peut servir comme hub pour attaquer les autres marchés de la région, notamment la République tchèque, la Roumanie. D'ailleurs, nos clients comme le roi Merlin nous demandent d'implanter en Pologne et en Roumanie en même temps. Donc comme hub, c'était quelque chose de très logique et pour des raisons de coût, très logique aussi. Hein. Et initialement, souviens-toi, Marilyn, qu'on était parti sur une recherche de sous-traitance. Et on s'est dit que la sous-traitance était difficile à maîtriser, pas très compétitif en fait finalement, et donc il valait mieux être un fabricant local. Quelles difficultés vous avez rencontrées? Est-ce que tu peux nous en parler? Bon, déjà, la première difficulté, c'était quand même de rechercher ou de partir sur une recherche de candidats. Et d'ailleurs, on était bien épaulés par Marilyn et son équipe pour faire le premier tri sur la recherche de candidats. Déjà à deux niveaux, c'est-à-dire est-ce que les candidats étaient adaptés à nos produits, parce que soit on trouvait des gens qui fabriquaient des pâtes, mais pas des poudres, soit on trouvait des gens qui étaient plutôt des acteurs de poudre et pas des pâtes. Et donc déjà le premier tri sur les candidats, et en plus identifier ceux qui étaient prêts à vendre, parce qu'ils ne sont pas tous prêts à vendre, hein, ils sont assez autonomes, ils ne cherchaient pas forcément à être acquis par un fabricant étranger. Donc déjà il fallait trier la liste à ce niveau-là. Et ça, nous, basés de la France, c'est impossible de le faire. Enfin, vraiment, ce serait très difficile. Et même pour notre filiale locale, c'était compliqué parce qu'eux, ils sont quand même focalisés sur le jour à jour et les opérations commerciales. Donc, il fallait quand même un spécialiste pour faire ce travail-là. Donc, ça, c'était la première difficulté. Après, deuxième difficulté, c'est quand même toute la partie, OK, vous êtes à vendre, mais à quel prix, quelle est la comment vous estimez votre société? Parce que nous, on avait bien sûr nos mesures classiques, X fois l'EBITDA, mais quand vous rentrez dans des discussions avec les Polonais, la culture, elle n'est pas la même. Donc, une société française qui arrive, qui parle de X fois l'EBITDA, ben ça leur passe bien au-dessus de la tête. Ils disent, mais attendez, moi, j'ai une usine un bâtiment qui m'a coûté tant, du terrain qui coûte tant. Mais évidemment, vous êtes sur les différences de culture et les différences de compréhension de qu'est-ce qui constitue un prix. Et le bien évoqué dans la présentation d'ailleurs. Très bien, merci. Et alors, cette acquisition, finalement, avec le recul maintenant, comment tu estimes la création de valeur pour votre groupe? Comment tu vois les choses, les répercussions sur le fonctionnement du groupe désormais? Alors, ça fait déjà un an que nous avons intégré. Alors, en fait, juste pour citer exactement le cas précis, nous avons fini par acquérir une société qui s'appelle K&K Gyps, qui est basée à Kamiensk. C'est à peu près 1h30 de Varsovie et à peu près 2 heures de notre siège commercial à Poznan. Donc, d'un point de vue de localisation, ça va, c'est pas trop loin. Mais évidemment, c'était très important pour nous de trouver un directeur de l'usine qui était notre homme, qui n'était pas. Alors, nous avons décidé de nous séparer très très vite des anciens propriétaires. Il n'y a plus de directeur ou plus de manager présents dans l'entreprise maintenant. C'était très important très rapidement d'apporter notre culture et une culture externe parce qu'il y avait pas mal de choses à régler. Depuis un an, nous avons quand même fait pas mal de choses pour assurer l'intégration de K&K dans la famille de tout près, parce que parfois il y avait des différences de culture, de compréhension de méthode, etc. Nous avons par exemple trouvé un système informatique qui, alors je n'exagère pas, qui prédatait la chute du mur du Berlin. Donc c'était un système informatique qui datait de l'ère soviétique. Et bon, ça, on l'a réglé assez vite. Et là, maintenant, on est en train de procéder à une fusion juridique pour fusionner K&K avec Tupe Polska, faire une seule entité, parce que c'est beaucoup plus simple comme ça. Mais nous avions aussi beaucoup de choses à régler au niveau du personnel, parce que la rémunération, la façon de rémunérer le personnel n'était pas forcément complètement dans les règles, si je peux dire. Nous, Tupe, on ne peut pas se permettre d'agir comme ça. Donc, nous avons quand même régularisé beaucoup de choses localement.
Nous avons apporté beaucoup d'investissements au niveau, par exemple, la mise en normes, en mise en conformité au niveau de la sécurité du personnel. Nous allons partir sur des investissements pour la capacité, pour augmenter la quantité de produits qui peuvent être fabriqués dans l'usine. Mais bon, tout ça, ça a été quand même un exercice important. Nous avons mis en place un équipe projet dirigé par mon directeur de finance, parce que c'est lui qui est responsable des acquisitions et des développements stratégiques. Mais l'équipe sur place est quand même absolument critique à ce développement. Et d'ailleurs, ce nous avons découvert, en fait, ils sont assez hiérarchiques dans leur mentalité. Et du coup, prendre l'initiative pour eux-mêmes et de faire bouger les choses sans demander la permission ou le feu vert de la part de la maison mère, ça c'est quelque chose qu'ils sont obligés d'apprendre. Ils sont pas forcément, ils sont force de proposition, mais ils estiment que c'est à nous de décider oui ou non. Et très souvent, je leur dis, mais non, mais vous êtes sur place, prenez la décision et agissez, quoi. Donc, ils n'ont pas l'habitude. C'est ça. C'est les relents du communisme qui restent encore un peu. Ouais. Voilà. Et alors, est-ce qu'il y aurait pour toi des clés de réussite, juste pour terminer, parce qu'il est déjà midi 02? Oui, alors, très clairement, il faut bien se faire accompagner. Alors, je ne dis pas ça pour mais vraiment, d'être bien accompagné, c'est absolument essentiel. Parce que quand on arrive dans un pays comme la Pologne, et on est français ou britannique, on est un peu quand même des naïfs et des ingénus. Et il faut vraiment, il faut avoir des gens qui connaissent la culture, qui connaissent le terrain. Et bien sûr, il faut être bien épaulé par les bons professionnels. Nous avons eu la chance d'être accompagnés par un excellent avocat qui était franchement assez imperturbable et qui apparemment, quoi qu'il arrivait en termes de vice caché, gardait toujours la même humeur, il est choqué par rien, et qui était extrêmement précis, très pragmatique et vraiment quelqu'un de confiance. Et ça, c'était absolument critique et important. Aussi, d'être bien épaulé par un bon agent immobilier pour vérifier bien les valeurs des terrains, etc. Ça, c'était absolument critique. Et bien sûr, au niveau du due diligence, ne prenez rien pour acquis, mais rien pour acquis, parce qu'il y aura toujours des trucs cachés. Et même après, nous avons bien vérifié des choses, et même depuis, nous avons quand même découvert un certain nombre de choses qu'il faut rectifier. Mais ouais, partie du principe que vous avez vraiment aucune expertise sur le terrain et qu'il faut faire confiance aux professionnels. Voilà. C'est ça, et sortir de ces biais français. Complètement. Complètement, oui. Les règles sont pas les. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Gary. Merci beaucoup. Merci pour ton témoignage. Il est midi 4, mais peut-être qu'il y a encore quelques auditeurs. Et est-ce qu'il y a des questions? On est à votre disposition, bien sûr. Cynthia, je ne sais pas si toi, tu vois sur le chat. Oui, donc merci pour cette présentation détaillée. Est-il prévu de transférer le diaporama? C'est la question qui est posée. Bien sûr. Bien sûr, il faut nous envoyer voilà, votre demande. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je ne les vois pas, les questions. Donc, il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Très bien. Mais écoutez, dans ce cas, s'il n'y a pas d'autres questions… excusez-moi, il y a une main levée. Monsieur Benoît Ligaud. Oui. Peut-être pouvez-vous soit écrire votre question dans le panneau, soit prendre la parole, activer votre micro. Avec plaisir. Monsieur Benoît Ligaud de Bellavie. On se connaît avec Benoît. Pas de… Non? Non, visiblement. D'accord. Il dit que son micro est coupé. Je vais essayer de l'activer pour qu'il puisse parler. Voilà. Benoît, votre micro est activé. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, oui. Bonjour à tous. Très intéressant, effectivement, au niveau de la présentation. En fait, nous, on est une société belge, donc on est tout proche des Français, tout près du Bifrance. Donc, en fait, voilà. Donc, effectivement, on avait déjà fait une première mission avec Marilyn
il y a à peu près maintenant 7-8 mois, Marilyn, ou peut-être un petit peu plus maintenant. Pas évident hein, sur le marché polonais. On est dans le secteur en fait des compléments alimentaires, donc c'est un marché extrêmement concurrentiel. Certains fabricants existent déjà effectivement sur le marché polonais. J'ai eu en fait, ma question était celle-ci. Vous avez présenté effectivement, et ça c'est pas mal du tout, une situation sur le PECO. Il m'est revenu de gens qui sont sur le marché, je dirais PECO justement, mais dans des secteurs très différents, de me dire que, par exemple, il vaut mieux approcher le marché de manière globale par groupe de pays, parce que, par exemple, dans certains cas, certains gros distributeurs sont à la fois présents sur plusieurs marchés. Et qu'en prenant des petits distributeurs, ça peut éventuellement nous coincer dans certains pays, en tout cas au niveau PECO. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous relayez, que vous confirmez, parce qu'en fait, on a une approche, nous, très individuelle. Hein, donc, on avait des contacts en Ukraine, c'est maintenant terminé. On est en contact, effectivement, dans tout ce qui est pays comme la Serbie, ex-Yougoslavie, Roumanie, Bulgarie, Tchéquie, etc. Mais on se rend compte que c'est chaque fois très énergivore au niveau de la démarche et que le retour jusque maintenant est moins bon que ce qu'on a effectivement sur l'Europe de l'Ouest, sur le Moyen-Orient, parce qu'on performe très bien. L'Afrique du Nord, c'est notre gros marché pour l'instant, et également sur l'Asie du Sud-Est. Donc, on aurait voulu, si vous avez des recettes miracles, pour savoir peut-être comment mieux approcher de manière globale peut-être le marché PECO. Alors Benoît, nous ce qu'on fait parfois pour des clients, c'est qu'effectivement on a une approche sur toute la zone Europe centrale et orientale, carrément. Et c'est vrai qu'en termes d'approche, ça demande plus d'énergie, plus de ressources, hein, aussi financières, et se dire je ne fais pas que la Pologne ou que la Roumanie, mais je regarde l'ensemble. Et je peux avoir effectivement dans certains secteurs d'activité des gros faiseurs, des gros distributeurs et qui vont eux-mêmes. Moi, je me souviens que pour Lierac, la marque Lierac, j'avais fait une recherche de distributeurs de cosmétiques en Serbie et eux, les Serbes, distribuaient également en Croatie et puis les autres petits pays à côté, Monténégro, etc., des Balkans. Oui. Donc, ça peut être ça. En Tchéquie, il peut y avoir des très beaux distributeurs qui vont aller en Pologne, qui vont aller en Ukraine, etc. Donc, mais là, il faut avoir une approche globale, pourquoi pas, mais ça demande plus de ressources. Hein. Oui, de l'expérience qu'on a maintenant, on se rend compte effectivement que de travailler, de prospecter de manière individuelle dans cette zone n'est pas, pour nous en tout cas, dans notre secteur, notre activité, a priori n'est pas la meilleure. A priori, ouais. Et qu'il faudrait peut-être travailler peut-être plus de manière un peu plus globalisée ou par 2-3 blocs. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce qu'on a les Balkans, là j'ai pas la carte, mais effectivement on a les pays baltes, la Pologne au centre, et puis Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, c'est à peu près 10 millions d'habitants, et puis les petits pays des Balkans, avec la Bulgarie. Voilà. Tout à fait, donc, voilà. Merci beaucoup pour la question. Avec plaisir. D'autres questions, Cynthia? Non, il n'y en a pas d'autres. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Mille merci à Olivier, Adam, Florent et toi, Gary, bien sûr, pour votre temps. Et on vous enverra, pour ceux qui le souhaitent, évidemment, notre présentation. Et à très bientôt, j'espère. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci, au revoir.